La recette pour une haie qui est fonctionnelle, ça va être d'avoir différentes strates, donc différents étages de végétation, avec des arbres, des arbustes et au pied, des plantes herbacées. Une grande diversité des plantes, il est préconisé, jusqu'à 15 espèces ou plus pour pouvoir avoir des ressources, pour les auxiliaires tout au long de l'année. Les avantages, ça va présenter des abris pour l'hibernation des auxiliaires, donc privilégier quelques espèces à feuilles persistantes, du nectar et des pollens pour nourrir nos auxiliaires, avec une floraison qui se veut étalée, floraison de printemps, d'automne et même d'hiver. Et puis, c'est également un réservoir de proies de substitution, c'est-à-dire on va avoir des ravageurs qui sont non spécifiques à la culture et qui vont pouvoir nourrir les auxiliaires. Il est préconisé également une haie large qui va être plus stable et résiliente, qui va protéger face aux aléas climatiques, par exemple au vent. Donc, un cas concret, donc ça va être chez les pépinières Cronier en Touraine. Donc, une haie était déjà mise en place là en vert ici et les producteurs souhaitaient rallonger cette haie pour du coup augmenter cette continuité écologique qui est du coup au milieu de ces parcelles. Euh, donc au niveau des choix des essences, on a fait un inventaire déjà de la haie existante et aussi on a choisi des plants qui étaient donc attractifs pour la faune et les auxiliaires. Donc notamment différents arbres et arbustes ont été installés en haies doubles. Donc là, ici, vous avez la liste sur ce petit schéma avec du coup pour chaque espèce ce qu'ils apportent en termes de floraison, d'abri, de lutte. Ici, le surnoir n'a pas été choisi, mais c'est aussi une plante qui est beaucoup observée dans différentes haies, qui peut être utilisée aussi parce qu'elle est très intéressante pour attirer les auxiliaires. Donc, dans ce cadre-là, elle n'a pas été mise en place, mais voilà, c'est pour dire qu'elle est aussi tout aussi intéressante. Au niveau de l'aménagement de la parcelle, ce qui a été un exemple qui a été mis en place aux pépinières Pochard, c'est l'implantation de plantes de service sur le rang de production, avec deux plantes de service phares, notamment la potentille, qui attire punaises prédatrices, cirques, chrysopes, coccinelles, ainsi que des hyménoptères parasitoïdes, ainsi que du Sorbaria sorbifolia, notamment en tant que plante à pollen pour atterrir les acariens prédateurs. Alors, à savoir que la parcelle a été plantée en automne 21 et la mise en place des plantes de service est effectuée au printemps 22. Et l'entretien qui a été effectué était une taille après la floraison à rabattage presque au sol. Ce qui a été constaté dans le cadre de cet essai, c'est que les plantes de service étaient sous deux paillages différents. Vous pouvez voir en haut à droite les plantes de service qui étaient sous paillage chanvre à une période sécheresse, notamment en 22 et en 23, où on voit que la potentille n'est plus en fleurs, elle est sèche, mais pas tout à fait grillée. Enfin, elle a repris l'année suivante, notamment en 24. Et juste en dessous, les deux autres plantes de service sur la même parcelle, mais qui avaient été paillées avec du paillage fluide, qui était de la plaquette de hêtre sur environ 10 cm, les plantes de service ne présentaient aucun signe de flétrissement. Et le producteur, lui, constate un intérêt de ces plantes de service pour l'attraction des auxiliaires, puisqu'il a mis en place sur ses nouvelles productions des plantes de service intercalées au milieu de ces plants. Au niveau des aménagements peuvent être réalisés autour des parcelles, on va vous parler des bandes fleuries, avec une partie bande fleurie flore spontanée. Et puis Maxime vous parlera de bandes semées. Donc comme on le disait, aux pépinières fruitières de la Lande, on s'installe au sein des prairies, donc prairies pérennes, qui sont composées en grande partie de graminées et également d'une bonne diversité de plantes qui vont fleurir, principalement du coup au printemps et début d'été, au mois de mai-juin, là où on a besoin de nourriture pour les auxiliaires. Et puis le producteur passe le gyrobroyeur courant du mois de juillet et les résidus sont laissés sur place. Un autre exemple avec des bandes fleuries qui ont été semées volontairement au sein des pépinières Pochard, donc semis en septembre 2022.
en suivant les préconisations du fournisseur, c'est-à-dire 2 fauches annuelles en juillet et en septembre, avec exportation de chez Fauche. Vous avez une illustration de la prairie entre 2023 et 2024. En mai 2023, on peut constater la présence de coquelicots, de bleuets, de niel des blés. En août, suite aux préconisations, la prairie avait été fauchée en juillet, il y a une absence de plantes fleuries. Et en octobre, on constate la reprise de la prairie avec notamment du plantain. En 2024, on peut constater début mai la présence de marguerite de Saint-Foin qui n'était pas présent au début. J'ai oublié de vous préciser que c'était un mélange spécial auxiliaire d'une société alsacienne. En avril 24, nous avons pu retrouver de la camomille jaune ainsi que du lotier corniculé. Et en juillet 2024, nous avons retrouvé de la mauve. Ce qui a été fait en 2024, c'est que les préconisations du fournisseur n'ont pas été suivies. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'en 2023, lorsqu'on fauchait la prairie, on n'a plus de biodiversité à un moment où on a besoin de fleurs pour nourrir les auxiliaires. Donc en 2024, il y a eu une fauche un peu en zigzag, en laissant des bandes, des plates-bandes de plantes fleuries, mais en fauchant quand même la prairie. Et la question que nous nous posons avec le producteur, c'est comment gérer au mieux cette prairie? Faut-il suivre les recommandations pour éviter un peu une dominance de certaines espèces qui ont tendance à s'installer rapidement les 2 premières années et ensuite faire un peu une fauche alternée pour garder quand même de la nourriture pour les auxiliaires. Alors on va partir un peu sur des plus gros ravageurs, notamment sur des gibiers, pour la partie gibier et campagnol qui ont été retrouvés chez 3 producteurs, pépinière Pochard, pépinière de la Lande et enfin les pépinières Cronier. La problématique, si on s'attaque d'abord au chevreuil, plusieurs leviers ont été mis en place, notamment du grillage, avec, vous pouvez le voir en bas à droite, une haie, donc ce qui fait que le gibier ne peut pas passer par-dessus le grillage puisqu'il ne peut pas prendre d'élan avec la présence de la haie. Autre exemple, c'est la mise en place de répulsifs. Donc des répulsifs qui sont mis en place dans des diffuseurs roses que vous pouvez voir sur la photo en haut à droite. Donc répulsifs qui doivent être mis en place tous les 2 mois, donc changés tous les 2 mois tout au long de l'année. Vous avez 2 possibilités, soit vous mettez en place les répulsifs dans des diffuseurs ou vous pouvez les pulvériser tout autour de la parcelle. Et alors, dans le cas des pépinières Pochard, en 2024, les répulsifs n'ont pas été appliqués à temps et nous avons eu la présence non désirée de gibier qui ont causé quelques dégâts sur certains plants, notamment fruitiers. Pour cela, des gaines ont été placées sur les arbres fruitiers. Autre point, c'est l'importance de l'environnement parcellaire. Pour le cas qu'on va prendre des pépinières Pochard, auparavant, le gibier n'était pas une problématique si on remonte à 5 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu des bosquets aux alentours des parcelles, des haies, et le propriétaire de la parcelle a rasé complètement ces haies, ces bosquets, ce qui fait que maintenant le gibier rentre dans la parcelle rentre plus facilement dans la parcelle. Autre problématique, notamment pour les pépinières de la Lande et les pépinières Cronier, c'est la présence de mulots et de campagnols, l'absence de mulots et de campagnols. Pourquoi? Parce qu'un travail du sol a été fait en amont. Les premiers binages de houx en sortie d'hiver permettent de casser les galeries et de limiter la prolifération des populations. Donc voilà, on vient de voir un peu tous les aménagements qui ont été mis en place pour dans et autour des parcelles. Mais un point tout aussi important, c'est bien sûr l'observation de ces parcelles. Du coup, pour essayer d'identifier précocement donc, les ravageurs, les maladies, et aussi donc d'observer les dynamiques de ces populations. Et pour ensuite prendre la meilleure décision le plus rapidement aussi possible pour intervenir, appliquer certains produits, réaliser des tailles, etc. Donc, quelle méthode d'observation on a utilisée? Donc ici, ça a été des observations optimisées et fiables qui allaient assez rapidement, mais aussi qu'on pouvait quand même voir la majorité des choses. Du coup, on a utilisé donc un pourcentage de plantes, dire que tant de plantes est infestées, impactées par telle maladie ravageur, que ça a toujours été donc la même personne qui faisait ces observations pour avoir toujours les mêmes données et que ce soit fiable.
Et donc, il est tout aussi intéressant de donc, comparer les observations actuelles aux observations précédentes pour voir une tendance des évolutions des populations. Donc, observer, donc c'est bien, mais aussi il faut savoir, il faut reconnaître ce qu'on voit. Donc, il faut tout d'abord donc se former pour comprendre et voir et comprendre et voir savoir ce qu'on voit. Chose aussi tout aussi importante, donc c'est de consulter bien sûr donc tout ce qui va être météo et notamment le BSV, le bilan de santé végétale de votre région pour évaluer au mieux le danger, le risque et intervenir et anticiper l'intervention à réaliser. Et donc, ces observations, un calcul a été fait pour savoir économiquement quel coût ça avait dans toute la production. Et donc, en général, ces observations représentent moins de 10% des charges de la production à la parcelle. Donc ici, on voit bien sur ces diagrammes que les opérations de production prennent la majorité. Et donc là, sur les pépinières Augereau, cela prend 8,5% pour l'observation et pépinière de la Lande, 9,8%. Voilà, c'est pour un peu mettre en perspective et savoir à peu près combien ça pouvait prendre ces observations. Donc voilà, on a fini un peu pour cette première partie. Là, on a vu qu'il y a des aménagements qui ont été installés. Comment ont été choisies les plantes installées? Est-ce que c'est le conseiller qui a dit mets ça et le producteur a appliqué? Est-ce que c'est le producteur qui a dit bah moi je veux mettre ça et il a été accompagné par vous? Est-ce que c'est un compromis entre les deux? Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour choisir les plantes ou pas? Alors, je vais commencer pour la haie. Pour la haie, ça a été un dialogue entre le producteur et le conseiller. Le producteur avait aussi des demandes de dire je ne veux pas telle ou telle espèce parce qu'il savait que ça apportait telle problématique pour après la taille ou ce genre de choses. Et après, le conseiller, on a utilisé différents outils et on a fait pas mal de veille. Notamment Auxil E, on a utilisé qui a été réalisé par la Chambre d'agriculture, qui permet de générer, de savoir quelle espèce permet d'attirer tel ou tel auxiliaire. Donc voilà, ça a été vraiment un échange et pour savoir quelle espèce utiliser et mettre en place. Je vais laisser Maxime parler par rapport aux plantes de service. Alors, pour notre part, les plantes de service, comme suite à la venue de Johanna Villeneuve-Chassé, il avait été constaté l'absence de biodiversité, le producteur s'est posé la question, comment je peux favoriser la biodiversité sur ma parcelle? Est-ce que je peux mettre des plantes pérennes sur mes rangs? Et là, on lui a proposé des plantes de service. On n'a pas réinventé l'eau chaude, les plantes de service, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, et là, il s'est dit, oui, pourquoi pas? Et après, pour tout ce qui est la bande fleurie, c'est le mélange auxiliaire d'une société alsacienne qu'on a installé. Tout simplement parce que c'est un mélange qui est soi-disant dit pour attirer les auxiliaires. Ok, merci. Alors dans l'assistance, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main. Bonjour, François Warlop dans le sud, Avignon. Merci pour cette première présentation. Vous avez montré donc plutôt des photos de pépinières avec des distances de plantation assez larges. Donc ça correspond à des fruitiers qui sont plus âgés. Est-ce qu'il y a eu des essais en pépinière à forte densité? Souvent les plants fruitiers sont très serrés, de l'ordre de 20 cm entre plants et 1 mètre, 1,50 m entre rangs. Est-ce qu'il y a eu aussi des installations de plants de service dans des dispositifs à plus forte densité?
Je me permets de répondre. Alors, il y a eu des essais qui ont été conduits dans ce genre de configuration. Justement, c'est ce qui va être présenté après. Par contre, en termes d'implantation de plantes de service ou de bandes fleuries, pas directement dans ce type de configuration, mis à part chez Anaïs, où il y avait les bandes fleuries spontanées qui ont été favorisées et maintenues. Si tu veux compléter, Anaïs. En fait, c'est les plants plus âgés que vous voyez sur les photos. Là, c'est surtout les photos de Maxime aux pépinières Pochard. Après, pour les 3 autres pépinières, on est plus sur du jeune plant, hein, sur de la plantation de porte-greffe et de greffage en cours de projet. On n'a pas planté, le producteur n'a pas fait le choix d'enherber les interrants pour des raisons de concurrence avec la culture. Et on n'a pas testé non plus les plantes de service dans la culture. C'est vrai que c'est plus facile à faire sur l'exemple de Maxime avec des plants plus âgés et un écartement plus large. Par contre, on a travaillé également chez Guillaume et ici sur l'écartement. Donc, Guillaume pourra en parler un peu plus dans la présentation suivante. Mais nous, on est sur des interrants d'1,60 m. Donc, et puis passage du tracteur vigneron. Et entre les plants, ils étaient un peu plus distancés que d'habitude, avec 50-60 cm entre les plants. Ce qui peut jouer aussi, après on va le voir dans la présentation de Guillaume, sur la présence des ravageurs. Et les haies ont été installées dans le cadre du projet ou avant le projet? Je ne sais pas si vous l'avez dit. Les haies ont été installées, enfin la haie a été installée dans le cadre du projet, elle a été installée là fin 2024. Donc on va suivre après les années suivantes comment ça se comporte. Et des haies préexistantes quand même, hein. Oui, pardon, oui, il y avait déjà une haie existante depuis 10-15 ans, qui était là depuis déjà pas mal de temps. Et on voyait déjà, il y avait une bonne population notamment d'oiseaux et d'insectes autour de cette haie. Donc on voulait élargir le bénéfice. Donc je vais vous laisser poursuivre sur la deuxième partie. Donc maintenant, on va vous présenter plutôt des résultats à travers une étude de cas sur des observations qui ont eu lieu en région Pays de la Loire, justement aux pépinières Augereau. Bon, on va commencer par contextualiser, justement représenter et repréciser comment se déroule une culture de fruitier. Donc là, la culture modèle dans le cadre du projet, projet de 3 ans, donc culture de 3 ans, on est parti sur une production de quenouilles. Bon, là, je marque ou tigette parce que finalement, le développement des plantes a permis de sortir de la tigette. Donc, c'est une culture qui se fait en 3 ans. Donc, rappel de l'itinéraire technique, en première année, on cultive le porte-greffe. Il est planté au printemps et en cours d'été, en août, généralement, on fait une greffe en écusson au collet. En deuxième année, on va cultiver le sion, donc, qui est la variété fruitière qui se développe à partir du porte-greffe. Et ça commence par un rabattage de toute la partie végétative du porte-greffe en cours d'hiver. Donc vous avez la photo du plan qui démarre au printemps sur la gauche et puis ce que ça donne en cours d'année sur la deuxième photo. Troisième année, c'est l'année avec le plus d'enjeux et notamment en termes de problématiques ravageurs, parce que c'est la culture justement de la quenouille. Donc à ce moment-là, on a pincé l'axe principal du sion fruitier qui s'est développé l'année précédente, de façon à favoriser les ramifications. Donc sur la photo de gauche, vous voyez à quoi ça ressemble en sortie d'hiver et puis à quoi ça ressemble en cours d'année. Pourquoi cette année est la plus problématique en termes de ravageurs? Parce que si on regarde entre l'année 1 et l'année 2, et j'entends par ravageurs essentiellement tout ce qui va être problématique de pucerons migrants, le puceron revient sur la culture à l'automne. Donc forcément, en année 1, même s'il y a du retour, étant donné qu'on détruit et qu'on rabat le porte-greffe, on supprime tous les éventuels œufs de pucerons qui peuvent être présents. Et l'écusson qui a été ramené sur le porte-greffe a été prélevé au cours du mois d'août. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'œufs dessus. Alors ça arrive d'avoir des problèmes d'infestation sur sion, mais c'est un peu moins fréquent. Tout ce qui va être problématique de psylle, le problème du psylle, c'est que c'est l'adulte qui hiverne sur la plante et qui commence à pondre très très tôt en début de saison. Donc c'est pareil, potentiellement il peut arriver sur la culture en cours d'année 2,
se maintenir pendant l'hiver et puis commencer à pondre au printemps. Pour ces deux problématiques, psylle du poirier et puceron migrant, donc qu'on peut avoir sur cerisier avec le puceron noir du cerisier Mysus cerasii ou le puceron cendré sur pommier. Les leviers principaux vont être notamment en agriculture biologique les barrières physiques, donc plutôt les stratégies d'évitement avec des applications d'argile sur l'automne pour essayer de freiner les pontes des ailés lors du retour des ailés, et éventuellement des applications d'huile paraffinique pendant l'hiver pour essayer de viser les œufs. Et pour les psylles du poirier, on va être plutôt sur des applications d'argile dès le début de saison, assez tôt, dès janvier, parce qu'à partir de je sais plus, 2-3 journées où les températures dépassent 10 degrés, le psylle, l'adulte hivernant, commence à pondre, et donc commence à faire la première génération de psylles. La problématique du psylle, en fait, c'est qu'il y a plusieurs générations qui vont succéder dans l'année. Chaque génération est plus importante et à la fin, on se retrouve en août avec des plantes qui ont eu des problèmes de croissance, des déformations, un impact sur les feuilles et puis surtout une production énorme de miella et donc de fumagine qui impacte grandement la qualité commerciale. Alain parlait aussi de l'effeuillage, qui est une solution justement, faire chuter les feuilles avant le retour des ailés pour éviter les pontes. Voilà un peu pour la présentation de la culture. Donc, la parcelle sur laquelle s'est tenue la culture bio pépinière Augereau, donc c'est 5000 m² dans un environnement diversifié. Donc, on la voit, c'est la petite parcelle en rouge, donc qui est entourée de 2 zones, on va dire non cultivées, enfin en tout cas pas directement en production. Une zone non cultivée à gauche, qui est plutôt la parcelle cuisine à compost, donc avec un couvert spontané qui va être présenté rapidement. Et puis la parcelle à droite, c'est une zone qui était non cultivée, mais qui a été mise à profit pour cultiver des couverts d'engrais verts dans le but d'avoir des fleurs et dans le but d'attirer de la biodiversité fonctionnelle. Juste à droite, on voit la parcelle conventionnelle, donc qui est la grande sœur de la parcelle biofruitie. Bon, il y a une centaine de mètres entre les deux. Et là, du coup, est conduite la culture de quenouilles, comme elle est faite habituellement, avec tous les leviers qui peuvent être actionnés en culture conventionnelle. Pour repréciser les densités de plantation, donc là, en parcelle conventionnelle, on a 30 cm sur le rang et 90 cm en interrang. Dans la parcelle biofruitie, étant donné qu'on n'avait pas d'herbicide et que les outils mécaniques, il a été décidé de baisser la densité et de se mettre en interrang d'1,80 m. Comme ça, tous les outils disponibles sur l'entreprise pouvaient être utilisés. Et ensuite, on voit qu'on a différents éléments dans le paysage. Il y a vraiment des IAE avec des bosquets, des haies. On a des grandes cultures, donc des cultures courtes. Il peut y avoir du blé. Sur la parcelle qui est là, il y a eu du sarrasin, mais en 2022, c'était du blé. On a des cultures pérennes avec des vignes en agriculture bio. Et puis, on a des parcelles de pépinières d'ornement qui, elles, sont très peu traitées au niveau insecticide. Donc, on a un parc quand même avec un environnement assez propice à la régulation naturelle, optimisé grâce aux couverts qui vont pouvoir être cultivés à côté. Donc là, dans l'environnement direct, on voit ces zones non cultivées. Donc à gauche, la zone de préparation des composts. Bon, c'est histoire de montrer qu'il y a toujours un peu de fleurs et il se passe toujours des choses. Sur ces zones-là, il y a 1 à 2 broyages qui sont faits par an, végétation spontanée, des graminées, un peu de trèfle, un peu de plantain. Et puis au sein de la parcelle, comme il se fait assez, c'est pas nouveau, ça se fait généralement. Il y a la végétalisation de ce qu'on appelle les tournières, qui sont les bandes de service, les bandes de roulement, sur laquelle il y a un petit mélange de graminées bio qui a été installé, donc avec la collection de fétuques, un peu de raies-gras, et puis au sein duquel une végétation spontanée s'est développée, amenant un peu de fleurs au sein de la parcelle. En ce qui concerne la parcelle adjacente, donc sur laquelle plusieurs couverts se sont succédés, dans le petit tableau, vous voyez la base, c'est le mélange mélivert bio avec du radis, de la facélie, du fenugrec et de la vesse, qui a été implanté en 2022, 2023 et 2024. En 2022, il a été mélangé avec de l'avoine, puis en 2023 et en 2024 avec un mélange de moutarde, de la blanche et de la jaune. Donc on voit que du coup, la parcelle a évolué, a été changeante au fur et à mesure des 3 années. On est passé de phases où on avait du sol nu, des phases où on avait juste du sol couvert, et puis des phases où on avait de la fleur, avec plus ou moins de biomasse, plus ou moins de diversité.
Voilà, une parcelle assez évolutive. Là, du coup, ce graphe vous représente les dynamiques d'auxiliaires et la floraison du couvert des couverts cultivés sur la parcelle adjacente. Bon, les auxiliaires qui sont présentés, on va dire que c'est les trois principaux, les trois mousquetaires. On a les araignées, les coccinelles, bon, un peu d'orius, et puis surtout les chrysopes. Et il y a plein d'autres auxiliaires qui ont pu être observés, notamment dans des foyers de pucerons. On voyait facilement des cécidomies, quelques momies, des cirques. Mais là, je ne présente pas trop les auxiliaires de foyer qui arrivent une fois que le foyer est installé. Ce qu'on peut voir qui est assez intéressant, c'est que tous les ans, finalement, on a à peu près la même dynamique en ce qui concerne les populations d'araignées, sur à peu près la même progression, à savoir des populations assez faibles en début de saison, qui progressent en cours d'année. Alors, si on regarde les flèches qui représentent la floraison du couvert, on peut se dire on peut avoir l'impression que la floraison des couverts stimule le développement des populations d'araignées. Bon, observation comme ça, il faut rester prudent. On pourrait imaginer que peut-être l'abondance des ressources alimentaires produites par le couvert, que la floraison du couvert stimule la production d'insectes qui vont être des proies pour les araignées et puis donc qui peut augmenter le taux de croissance. Observation. On se rend compte que tous les ans, les chrysopes sont en rendez-vous et il y a une grosse activité de ponte entre mi-juin et mi-août. Alors avec un petit décalage qui peut arriver notamment en 2024 parce qu'on a eu froid très tard, donc ils sont arrivés un peu plus tard. On se rend compte que ces pontes ont lieu, qu'on ait des fleurs dans le couvert adjacent ou non. Alors on peut avoir l'impression qu'en 2024, il n'y avait pas beaucoup de chrysopes. Alors certes, elles sont arrivées plus tard. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la notation, on avait des plantes qui étaient beaucoup plus hautes, qui faisaient plus de 2 mètres. Donc forcément, on repère un peu moins facilement les œufs de chrysopes. Et comme on est en pourcentage d'observation par plante, ça peut biaiser un peu la notation. Coccinelles ont rendez-vous tous les ans aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'elles peuvent être présentes dès avril au stade adulte et donc avoir un comportement un peu d'auxiliaire généraliste pour éventuellement prédater les fondatrices. Alors, on met en relation les dynamiques d'auxiliaire avec la floraison du couvert adjacent. Comme je l'avais dit, ce n'était pas la seule zone réservoir environnant la parcelle. Donc, il peut y avoir plein d'autres éléments du paysage qui ont interagi justement et eu un impact sur ces dynamiques d'auxiliaire. Alors là, je vous présente ce qu'on a observé en psylle du poirier cette année. Donc la courbe commence fin 2023, donc on voit qu'on avait pas mal d'araignées déjà sur la parcelle. Alors attention, entre le trait bleu et puis bon, c'était pareil en fait. On a un trou de plusieurs mois entre deux notations. On termine de septembre 2023 pour aller jusqu'à avril 2024. Donc il se passe des choses à ce moment-là, mais bon, moi je ne suis pas forcément allé, donc photo un peu incomplète. Bon, toujours est-il que sur les parcelles pommiers, poiriers, enfin sur tous les essais, il y a eu 2 applications d'argile qui ont été réalisées. Une première à l'automne en semaine 40, plutôt pour freiner, perturber le retour des pucerons. En semaine 40, c'était vraiment le dernier délai avant la douche continue qu'on a pris sur l'automne. Donc l'application d'argile a eu le mérite d'être appliquée. Après, elle a dû être lessivée assez rapidement. Et puis il y a une nouvelle application qui a été réalisée début avril. Donc là, plutôt pour essayer de freiner les pontes de psylles. Bon, elle était un peu tardive pour les psylles, mais bon, avant, le tracteur ne pouvait pas rentrer dans la parcelle. Bon, sur les psylles, on a commencé par voir les premières larves fin mai. On était plutôt sur des larves de 2e génération issues d'adultes de la première qui seraient arrivées d'une autre parcelle. Suite à cette observation, étant donné que le psylle est quand même un ravageur redouté entre guillemets par le producteur, on s'est dit bon, on va essayer une application d'huile paraffinique. Donc c'est l'Ovel qui a été utilisé. Bon, quand on regarde les courbes, ça n'a pas l'air d'avoir été très spectaculaire. Enfin, de toute façon, on n'a pas vu trop d'effets parce qu'on a eu une continuité de présence de larves, une apparition d'adultes, donc potentiellement issus de cette génération de larves qui a été présente sur la parcelle, et puis ensuite une apparition de nouvelles larves issues forcément des pontes des adultes qui s'étaient développées. Alors, bon, on sait que l'huile paraffinique fonctionne quand même sur les psylles. Peut-être qu'on peut remettre en question
la qualité de l'application, le volume de bouillie utilisé, on était à 400 litres hectares, peut-être que ça n'a pas assez mouillé. Une chose est sûre, c'est que ça a continué de progresser, et puis début juillet, on a hésité à refaire une autre application de Lovell, puis finalement, on a vu que les chrysopes arrivaient, les araignées progressaient, donc on s'est dit, on laisse faire, on regarde ce qui se passe, et puis finalement, on n'a rien fait, et puis on voit que tout s'est régulé plutôt simplement et facilement. Là, maintenant, je vous présente la courbe de pression et d'infestation en pucerons cendrés sur les pommiers. Vous pouvez chercher la courbe, on a eu du bol, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu, alors potentiellement par plusieurs, ça peut s'expliquer potentiellement par plusieurs raisons. Il y a eu l'application d'argile qui a pu freiner un peu le retour des ailés et beaucoup d'araignées. Donc forcément, on peut imaginer que quand les ailés sont arrivés, ils étaient attendus par les araignées, donc ils n'ont pas pu terminer leur cycle. Puis peut-être que pour terminer le travail, en début de saison, les coccinelles qui étaient déjà présentes ont pu prédater les quelques fondatrices qui se seraient développées. Donc on a eu de la chance, ennemi public numéro 1, parcelle bio, presque pas traité, on n'a rien eu. On voit qu'il y a eu une application de Lovell qui a été faite aussi sur les pommiers, je ne vous l'ai pas mis, on a eu on a eu la présence de pucerons verts, la fispomie, mais qui est relativement bien tolérée, qui n'impacte pas trop la croissance. Et puis c'est là où on voit les auxiliaires de foyer arriver et puis s'en occuper. Alors là maintenant, je vais vous présenter la différence de pression parasitaire entre la parcelle conventionnelle et la parcelle biofrutti, donc à peine 100 mètres. À gauche, on est sur le petit du poirier. Donc, vous voyez les barres bleues, c'est les infestations dans la parcelle biofrutti, et puis les barres oranges, c'est dans la partie conventionnelle. Étonnant, on est monté le 8 juillet jusqu'à 95% de plantes avec larves et ou adultes de psylles. On était à 23% le pic dans le biofrutti. Et puis à droite, vous voyez 3 notations sur pourcentage. Alors là, je me suis focalisé sur reine des rainettes, qui était la variété la plus infestée. L'infestation en pucerons cendrés sur pommier reine des rainettes. Donc forcément, dans la parcelle biofrutti, on reste à 0. Et puis on est monté jusqu'à 68% de plantes avec. Donc là, c'était pas une fondatrice et 3 pucerons. À chaque fois, c'était déformation, raccourcissement des entre-nœuds, déformation, blocage de croissance, quoi. Vous voyez quelques photos qui illustrent ces observations. Donc un peu étonnant, quoi. On est proche, on a le même environnement, et puis pourtant on a des comportements en termes de pression qui diffèrent. Voilà. Là, je vous présente les IFT. Alors si on regarde le tableau du haut, c'est les IFT par année en conventionnel et dans biofrutti. Chaque année, finalement, on se rend compte qu'il y a à peu près 50 à 60% de l'IFT en conventionnel qui est représenté par des insecticides. Et puis dans biofrutti, essentiellement des produits de biocontrôle ou un peu de cuivre. Puis dans le tableau du dessous, vous voyez un peu les matières actives qui ont été utilisées. Et puis on se rend compte que finalement, alors je ne suis pas en train de dire que les traitements ont été faits de façon abusive, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des traitements dans la parcelle conventionnelle, il y avait une certaine pression qui était justifiée. Les matières actives qui ont été choisies, elles ne sont pas toutes forcément respectueuses de la faune auxiliaire, mis à part phonicamide, TPK, qui lui normalement impacte peu la faune auxiliaire, mais n'a pas eu les effets escomptés. C'est pour ça que du coup, l'escalade de la violence, passer sur des mélanges après de pyrémicarde, lambda-cialotrine, etc. On peut imaginer que ça a eu un certain impact. Du coup, on essaie de réfléchir pourquoi on a eu ces différences de pression parasitaire. Tout d'abord, comme je le disais, on peut imaginer que les pratiques phytosanitaires ont impacté certains auxiliaires. Et notamment, la seule intervention qui se fait encore un peu de façon systématique, c'est au démarrage de la végétation, vers avril, l'application d'une huile avec une lambda-cialotrine. Et puis on peut imaginer que peut-être ce premier traitement qui se veut préventif, en fait, fout un peu le bazar. Peut-être impacte sûrement impacte tous les auxiliaires généralistes qui vont être présents, et qui peuvent justement limiter la fréquence des foyers qu'on va retrouver plus tard sur les cultures. Et puis comme il y a l'utilisation répétée de matières actives qui impactent
les auxiliaires, mais notamment les araignées. Parce que je parle plutôt des araignées parce que finalement, malgré cette succession d'interventions phytosanitaires, sur les foyers de pucerons cendrés, il y avait toujours un beau cortège de coccinelles qui était à l'œuvre, mais insuffisant. Donc peut-être que justement toutes ces utilisations répétées, et notamment dès la première année, ont fini par impacter les cortèges d'auxiliaires et puis les rendant moins présents sur la culture. Alors après, ce n'est pas la seule explication. On peut imaginer qu'effectivement la densité de plantation a peut-être eu un impact. On est 2 fois moins dense en parcelles bio. Est-ce qu'il y a eu un effet sur l'attraction des bioagresseurs? Est-ce que la forte densité les attire plus? Peut-être. La fertilisation a pu aussi avoir un impact. C'est vrai que dans la parcelle conventionnelle, début avril, il y a 37 unités d'azote uréique qui sont apportées. Bon, alors c'est pas non plus, c'est pas excessif, vu la densité de plantation. Et dans le biofruity, c'était une quinzaine d'unités d'azote qui étaient apportées avec une formulation d'organique complet, mais un peu plus tard en saison. Peut-être que cette différence de pratique et d'apport d'azote a eu un impact sur la sensibilité des plantes et sur l'explosion, le développement des foyers. Hypothèse de plus. 3 petites photos. Vous voyez le petit graphe. Là, c'est au 22 août dans la parcelle, sur les poiriers. Donc, à gauche, vous voyez les pourcentages de plantes avec cils, 22% dans la parcelle conventionnelle et 8% dans la parcelle bio. Et puis à droite, vous avez les proportions d'araignées. Donc on est à plus de 70% dans la parcelle bio et juste au-dessus de 6 dans la parcelle conventionnelle. Donc ça témoigne bien que les pratiques phyto ont pu impacter ce cortège d'auxiliaires. La photo lever du soleil, où là vous voyez toutes les toiles d'araignées dans les sions de pommiers bio à l'automne 2023. Donc là on voit que normalement on est assez tranquille justement pour le retour des ailés. Et puis la photo très floue du dessous, je vous laisse deviner un doigt, un psylle adulte, et puis une petite araignée qui est là pour l'attendre. Donc ces observations, alors c'était pas l'objet premier de l'essai, l'objectif c'était de conduire une culture en respectant le cahier des charges de l'agriculture bio, pas forcément de comparer un itinéraire conventionnel d'un itinéraire AB. Bon, il n'empêche qu'on a eu cette occasion-là, et puis c'était intéressant parce que ça a permis de faire quelques observations. Bon, déjà, la première conclusion, c'est presque décevant, mais c'est que la gestion des bioagresseurs a presque été trop simple. Parce qu'en fait, on s'attendait vraiment à avoir des difficultés, et notamment sur les pucerons migrants. Ils ne sont pas venus. Donc du coup, ça amène une réflexion sur certaines pratiques, notamment sur le spectre des matières actives qui sont utilisées en conventionnel, sur l'intérêt de certaines opérations qu'on peut juger préventives, mais qui finalement sont peut-être plutôt destructrices. Il faut peut-être adapter. On peut se poser des questions sur la gestion de la fertilisation. Bon, ces observations qui sont très intéressantes, c'est pas pour ça que c'est un résultat universel et qu'il faut changer toutes les pratiques d'une année sur l'autre. On va continuer d'avancer par étapes. Ce qui est intéressant au pépinière Augereau, c'est que depuis le début du projet, tous les ans, il y a 5000 m² qui sont convertis en AB. Et là, la culture la troisième année de culture qui va démarrer en 2025, elle a été plantée en 90 en interrang. Donc on va être vraiment sur quelque chose de similaire à la culture conventionnelle, mis à part la différence de pratique phyto. Donc on va voir comment ça va se comporter. Et puis après, il va falloir avancer pas à pas avec la mise en place de petits essais pour essayer d'amener au changement de pratique sans tout bouleverser et être sûr que les modifications qui sont intégrées dans les itinéraires sont validées et sécurisantes, quoi. Donc voilà pour la partie de cette étude de cas. Et je vais laisser Maxime terminer et nous faire un petit bilan sur le projet. Si on fait un bilan sur la globalité du projet, c'est que les 4 professionnels qui ont été intégrés à ce projet ont réussi à conduire en agriculture biologique. Certains même convertissent une partie de leurs parcelles suite au projet, notamment les pépinières Augereau, des parcelles en AB. D'autres ne souhaitent pas forcément aller vers le label AB, mais gardent ces pratiques, notamment sur les plans de service, les prairies fleuries, l'aménagement de haies autour des parcelles.
Par ailleurs, il y a une réflexion globale des producteurs sur l'aménagement des parcelles. Comme je vous disais juste avant, les producteurs, notamment les pépinières Pochard, pour exemple, ont généralisé les plantes de service sur de nouvelles plantations, que ça soit sur des espèces fruitières ou des espèces ornementales. Un cas également au sein de cette pépinière, c'est qu'il y a eu une réflexion préalable avant la mise en place des cultures. Il y a eu, lors de la plantation, une plantation intercalée des espèces sur le rang. C'est-à-dire qu'une espèce à noyau a été suivie d'une espèce à pépins, d'une espèce à noyau, à pépins, etc. C'est pour limiter la pression parasitaire au sein d'un même rang. Autre point, c'est suite à ce projet, notamment les pépinières Cronier ont souhaité mettre en place une haie justement pour favoriser cette biodiversité, puisque par un exemple au sein de cette pépinière, les sols sont nus, il y avait peu de haies, d'où l'intérêt de favoriser la biodiversité pour maintenir des populations d'auxiliaires à proximité des cultures. Il y a quand même une prise de conscience de l'impact des pratiques actuelles, comme vous le présentait Guillaume juste avant, avec des traitements qui étaient faits au démarrage, qui impactent la faune auxiliaire. Donc toute une remise en question de la part des professionnels. Et alors, enfin, les pratiques doivent être raisonnées sur l'ensemble de la parcelle et non sur la culture, notamment des aménagements. Si on devait résumer en quelques mots, c'est la patience et le maître mot. Souvent, il y a urgence à ne rien faire, la nature s'en charge. Donc, première question de Thibaut Saint-Romas, qui demande quel traitement a été fait sur Psyll en parcelle conventionnelle. Donc ça, c'est une question pour Guillaume. Alors, au vu de la parcelle conventionnelle avait eu ses applications d'argile de la même façon. Les populations ont fini par décliner et je pense grâce aux traitements qui ont été faits, notamment contre et la rémanence des traitements qui ont été faits contre pucerons. Mais de toute façon, les produits homologués contre Psyll aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Il aurait pu y avoir un D6 Protect, une deltamétrine qui aurait pu être fait, mais ça n'a pas été fait. Bon, à la place, il y a eu un autre cortège de pyréthrinoïdes qui a été appliqué et bon, ça a suffi, quoi. Le focus était plutôt sur les pucerons plus que sur le Psyll. Et sinon, habituellement, c'était abamectine, mais c'est plus autorisé à l'extérieur. Claire Goral, y a-t-il eu des observations sur l'agril? La grille, c'est pas un ravageur qu'on rencontre de trop par ici. Enfin, pour ma part, en région Pays de la Loire. Après, je sais pas pour les collègues. Quand on faisait nos relevés, on relève tout, hein, de toute façon. Non, ça n'a pas été constaté non plus. D'accord. Bonjour, du coup, Claire Goral. Je pose cette question parce que je suis dans l'agodrome et depuis quelques années, on observe quand même de plus en plus de problèmes d'agril qui proviendraient aussi potentiellement des pépinières. Donc, nous, on conseille en fait de rabattre les sions à la plantation pour éviter ce problème. Et le problème est plus présent en bio parce qu'on n'a pas de matière active en fait qui arrive à les tuer. Et le problème se pose moins en conventionnel parce que en fait les insecticides faits contre soit le psyll, soit les pucerons, je pense, ont un effet contre la grille aussi. Et merci pour ces précisions. François Warlock demande s'il y a eu de l'enherbement dans les parcelles AB. Sur la dernière parcelle, avec la comparaison avec la parcelle conventionnelle, là, Alors, il y a eu enherbement des tournières et il y a eu un essai, mais plutôt d'observation de comportement avec des implantations de crucifères à l'automne 2022, un interrant sur deux pour voir comment ça se comportait. Alors, ça avait plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'était de couvrir le sol, hein, déjà. Et toujours cette peur de la concurrence, donc ça a été fait un interrant sur deux. Le deuxième objectif, en plus de couvrir le sol, ça aurait pu être de maintenir le rang plus propre et donc limiter la difficulté de rattrapage au printemps suivant. Et puis comme on était sur des crucifères, on pouvait avoir une floraison potentiellement précoce qui attire les auxiliaires et qui fasse du ménage en cas de besoin, quoi. Seul essai qui a été fait en interrang. Ça n'a pas pu être reconduit en 2023 au vu des conditions météo.
Mais au pépinière Augereau, il y a un essai qui s'est tenu cette année, là où finalement, en culture d'intermédiaire, donc la variété qui est greffée pour faire le tronc, sur lequel ensuite est greffée la variété fruitière en tête. Il y a différentes modalités de couvert qui ont été testées avec différentes densités. Euh, un interrant sur 2, un interrant sur 3, tous les interrants. Parce que par contre, il y a eu l'observation que la destruction de ce couvert, forcément, a fait effet engrais vert. Et sur d'autres parcelles sur lesquelles ça avait été testé, il y a pas mal de cerisiers qui se sont retrouvés hors calibre et qui ont poussé plus que prévu, quoi. Il y a des précisions, hein. Maxime précise que là, vous avez eu en primeur les résultats de ce projet, mais qu'il va y avoir des vidéos, une boîte à outils, des fiches pratiques et un compte-rendu général qui sera disponible prochainement au premier trimestre 2025. Et que là, on a présenté que les bioagresseurs, puisque c'est la thématique de ce RMT, mais qu'il y a aussi eu la gestion de l'enherbement qui était pris en compte, avec notamment des tests de paillage. Tom dit, Tom est bien cuisse, il y a eu un focus sur les araignées en fin de présentation, mais quid des autres auxiliaires que les araignées en conventionnel par rapport au bio pour voir l'impact des pratiques. Donc en gros, est-ce qu'il y avait quand même des auxiliaires en conventionnel et si oui, quelle était la différence de spectre entre les deux pratiques? En fait, alors, je ne les ai pas notés si précisément que ça, étant donné que je savais qu'ils allaient se prendre un autre gros coup sur le coin du museau la semaine qui allait suivre. Mais, à chaque notation, on pouvait voir toujours un peu de ponte de chrysope. Dans les foyers, de toute façon, tu connais bien, hein, dans les foyers de pucerons enroulés comme ça, on retrouve toujours un cortège d'auxiliaires, hein, que ce soit des coccinelles adultes, larves, toujours des cirques, parasitaux, moins. Et non, on retrouve les auxiliaires sont là, quoi. Mais ça va pas assez vite. Ou ils sont trop impactés pour pouvoir bien faire le boulot, je sais pas. Ok. Eh bien, Isabelle, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation d'argile. En fait, vous en faites quand même pas mal d'applications et en arboriculteur fruitière, ils avaient démontré que l'application des argiles, elle détruisait au moins 30% des araignées, enfin des toiles et des araignées, et que sur justement les retours d'automne des formes migrantes, finalement, ça avait un impact aussi négatif que positif, quoi. Et ils l'ont arrêté sur certains secteurs. Donc, je sais pas si ça vous en aviez entendu parler ou pas. Non. Alors après, c'est pas étonnant que ça perturbe un peu tout ce petit monde, étant donné qu'on leur met une couche d'argile dessus. Là, dans l'exemple qu'on a présenté, je pense que c'est plutôt la complémentarité justement entre les deux, la couverture d'argile plus les araignées qui a pu faire le boulot. On sait bien, hein, que les applications d'argile à l'automne, ça peut être assez aléatoire en termes d'efficacité, ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. C'est pour ça que du coup, ça peine encore un peu à se mettre en place. C'est privilégier les feuillages des plantes à l'automne avec des chélates. C'est des trucs qui ont été d'abord développés en arbo. Alors en arbo, en plus, ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont obligés d'attendre la récolte pour pouvoir commencer à faire les applications. Nous, on peut faire ça n'importe quand, donc on peut commencer ça fin septembre, comme ça on est sûr d'avoir une chute de feuilles. Et par contre, qu'on consolide avec des applications d'argile. Parce qu'on sait que, je sais pas, sur un cerisier, tu as quasiment 100% des feuilles qui vont tomber. Sur le pommier, c'est moins facile parce que lui, il pousse jusqu'à octobre-novembre quasiment. Donc il y a toujours un bouquet de feuilles qui va rester. Et à ce moment-là, justement, l'argile appliquée permet de couvrir les quelques sites potentiels de retour des ailés. Et en tout cas, les résultats qu'on a eus sur la station sont plus que significatifs, quoi. On passe de grosses infestations à zéro. Ok, merci. Oui, bonjour, Bruno Picard, pépinière Land Montferrat. Dans le tableau, là, j'ai vu que vous aviez, dans les traitements en bio, utilisé le soufre, mais vous n'en aviez pas parlé. Vous l'avez appliqué à quelle date? Alors, bon, non, le soufre, on n'en a pas parlé. Il y a eu 3 applications qui ont été faites. La première à l'ouverture des bourgeons. Alors là, il était plutôt dans une logique phytopt et ou oïdium tavelure préventif, au vu de la saison qu'on a eue au printemps. Donc, 3 applications successives, je ne sais plus, 7,5 litres je crois. C'était
C'est quoi? C'est Chopron. Chopron Rain Free qui a été utilisé. Voilà. Et au niveau Phytopt sur poirier, alors sur prunier, on n'en a pas eu, alors qu'il y en a assez régulièrement qui grillent les apex et puis qui freinent la croissance. Et puis après, on a eu un peu de Phytoptagal sur poirier, mais toujours moins de 10%, sur moins de 10% des plantes. C'est pareil, il a été fait, le bouquet a été déjà ouvert. Peut-être que l'application de soufre contre Phytopt était un peu tardive, mais bon, toujours dépendant de la météo. Et puis après, 2 autres applications qui ont été faites, mais plutôt en préventif maladie foliaire, quoi. Ok, pas d'application de microsoufre à l'automne pour endiguer les phytopes. Non, on a plutôt privilégié le printemps parce que ça fonctionne aussi bien. Et je crois que alors ce serait pour le Phytoptagal du prunier qui lui est pas impacté à l'automne, mais par contre est plus impacté au printemps. Bon, même si c'est pas la problématique en production, c'était fait au printemps. Mais ça marche aussi à l'automne, ouais. Belle journée de septembre, effectivement. Voilà, et quelques remarques complémentaires. Pour le gibier, effectivement, les petits bols roses, ça marche, mais moi je dirais plutôt à condition qu'on les remplisse tous les mois, quoi. Parce qu'il y a quand même une perte d'évaporation du produit et 2 mois c'est long, surtout s'il fait chaud l'été. Alors, je vais peut-être apporter un petit complément. Vous avez vu là, alors nous, sur le RMT, on cherche à promouvoir la régulation naturelle dans les parcelles. Et cette présentation, elle est quand même intéressante. Enfin, ce travail complet et intéressant parce que là, il nous montre, en hypothèse, on n'est pas sûr, mais il nous montre quand même un processus de régulation. C'est déroulé sur la parcelle bio, de régulation naturelle, et il est confirmé par la parcelle conventionnelle parce que les traitements appliqués ont a priori empêché ce processus de régulation. Si je reprends là un peu ce graphique, et il faudrait le confronter avec les courbes de Guillaume où on voit les moments où apparaissent les bestioles, mais ce retour là et ces populations, c'est de mi-septembre à mi-octobre en gros. De mi-septembre à mi-octobre, dans la liste là, il n'y a plus grand-chose qui est vraiment actif. On va avoir les hyménoptères chasseurs qui sont actifs, et eux, ils sont presque au summum de leur activité là en septembre. Et puis, vous allez avoir les araignées d'actifs, un peu de punaises, les chrysopes, beaucoup moins, les coccinelles, pratiquement plus. À part Harmonia, les autres, normalement, sont déjà en train de reconstituer des réserves pour passer l'hiver et donc ne s'intéressent plus trop aux pucerons et vont s'intéresser plutôt à toute nourriture qu'elles trouvent, dont du pollen, du nectar. Donc là, on identifie l'intérêt fort des araignées et les hyménos, je vous en redirai 2 mots après. Pareil, là, quand les fondatrices se réveillent, suivant les années, suivant les endroits, on va être en mars-avril. Si on regarde de nouveau cette liste, là, c'est pareil, en mars-avril, les chrysopes sont pas là, les coccinelles sont pas là, les cirpes sont pas là. Donc tout ce qui est de ce côté-là, on oublie un peu. De ce côté-là, par contre, il y a les araignées. Les araignées sont actives très très tôt en saison. On peut en avoir d'actives en février et sans aucun problème. Les araignées aussi pondent dans des petits tas de bois, dans des endroits un peu cachés, dans des choses comme ça, pondent et au printemps, quand il commence à faire chaud, les œufs éclosent et on a une première génération qui est du coup importante. Si on arrive à faire à ce que les araignées pondent sur la plante, eh ben, on a une population importante d'araignées au printemps, enfin, c'est même pas le printemps, c'est la fin de l'hiver sur la plante. Donc là, on retrouve encore nos problèmes d'araignées. Enfin, c'est pas un problème, hein, l'hypothèse qui est que cette réussite de l'itinéraire bio par rapport au conventionnel est due à l'araignée. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait du conventionnel? On se dit, le puceron, il est là sur mes apex, et en fait, il faut que je traite le plus tôt possible pour tuer les fondatrices. Et en fait, ce qui se passe sûrement, alors que ce soit en bio ou pas bio, hein, la technique, la conséquence d'un traitement très précoce serait la même. C'est que si on traite très tôt, voire trop tôt, c'est-à-dire quand les œufs sont pas encore tous éclos,
Et bien là, on va plutôt nuire aux araignées. On sait qu'elles sont extrêmement sensibles aux produits phytosanitaires, en particulier parce qu'elles peuvent remanger leur toile qui sera couverte de produits phytosanitaires. Et du coup, on détruit le seul régulateur qui peut être efficace à ce moment-là, pratiquement le seul régulateur qui peut être efficace à ce moment-là. Or, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de migration, c'est-à-dire que si on arrive à détruire les fondatrices, on n'a pas de foyer, et ben ce mécanisme va provoquer les foyers, et après, comme les feuilles s'enroulent, les pucerons sont protégés, etc., et ben les traitements sont beaucoup moins efficaces. En plus, on matraque, donc on a certainement des populations plutôt tolérantes aux produits phytosanitaires, et là, on s'en sort plus, et si on a des foyers, on a des dégâts. Avec ces pucerons-là, foyer égale dégâts. Donc, on part sur la spirale qu'on voit sur le conventionnel. Donc, là, on voit bien, on identifie un mécanisme grâce à cette séparation généraliste de foyer, puis en regardant les synchronicités entre les développements d'auxiliaires et de ravageurs, et on a la confirmation par l'absurde, qui est un peu l'itinéraire conventionnel, qui dit quand je traite trop tôt et quand je tue mes araignées, j'ai des problèmes, même avec des produits de synthèse derrière pour essayer de corriger les choses. Ça me rappelle aussi un autre argument là d'un japonais. Ce japonais, c'est celui qui a écrit le livre La révolution d'un seul brin de paille, un livre absolument à lire pour tous ceux qui veulent vraiment partir dans une autre agriculture que l'agriculture conventionnelle. Il a fait ça il y a très très longtemps, il est né en 1913, j'ai une anti-sèche à côté, hein. Il est né en 1913, il est mort en 1908 et c'était un scientifique qui a repris la ferme de son père et qui s'est dit il y a des trucs qui vont pas dans ce qu'on fait actuellement avec un problème, une solution chimique, et il s'est mis à faire ce qu'il appelle l'agriculture sauvage. C'est-à-dire intervenir le moins possible et trouver des méthodes de culture holistiques, des méthodes de culture qui permettent d'avoir toujours un résultat intéressant sans se demander pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et pour anecdote, donc il regardait ses rendements par rapport à ses voisins, hein. Il était meilleur que ses voisins souvent ou égal à ses voisins conventionnels en ne faisant pratiquement rien dans ses champs, en ayant simplement créé un itinéraire. Et il rigolait de ses anciens collègues de l'INRA japonais qui venaient voir dans ses champs pourquoi il n'y avait pas de cicadelle sur ses riz, sur ses productions de riz, parce que la cicadelle c'était un gros problème et qu'elle transmet des virus et des maladies au riz. Et il rigolait dans le livre et il se moque un peu de ses collègues en disant il passe des heures à chercher dans les champs, à faire des relevés d'auxiliaires, ravageurs et tout ça, d'essayer de trouver la bête qui mange les cicadelles. Il suffit tout simplement de se lever le matin lorsqu'il y a de la rosée et de constater qu'il y a des toiles d'araignée absolument partout sur les plants de riz. Ce qui rejoint exactement la photo de Guillaume et les résultats de ce projet. Voilà, je vais arrêter là mes digressions semi-philosophique. François qui demande est-ce qu'il y aura une suite au projet Biofruity pour évaluer l'effet des IAE installés? Pourquoi pas? C'est pas encore. C'est en cours de réflexion. Ouais, c'est ça. C'est en cours de... Alors, puis après, la question, c'est comment évaluer l'effet des IAE? C'est toujours très compliqué, quoi. Et une réflexion aussi peut-être plus sur la fertilisation. Sur la vie du sol. À avoir, ouais. Oui, j'avais échangé un peu avec Charlotte parce qu'effectivement dans le sud, on avait aussi un projet sur la pépinière bio. Enfin, on avait soumis un projet sur les itinéraires alternatifs en pépinière fruitière qui avait été retoqué. Donc, on a découvert effectivement l'existence de biofruitiers un peu tard, sur la fin quand le RMT a diffusé. Donc, c'est vrai qu'il y a un réseau nord de la France, on va dire, et un réseau sud de la France. Donc, nous, on serait intéressés à reprendre un projet et à continuer sur ces thématiques, sachant qu'on a déjà un peu travaillé dans le sud avec Vauvy sur des couverts en saison, sur des itinéraires alternatifs, et notamment pour gérer un peu la fertilité des sols et essayer de mieux comprendre la fatigue des sols, qui est un problème en pépinière aussi, quoi. Donc, volontiers pour reprendre des échanges
dans la foulée pour un futur projet un peu plus national, quoi. Moi, je reviens sur la grille. En fait, vous n'avez pas de soucis en production dans vos régions? Parce que ça semble monter quand même pas mal en Île-de-France. Et c'est la deuxième année où ça progresse vraiment de façon assez importante, quoi. Écoute, ici en Pays de la Loire, pour l'instant, ça va, mais ça ne saurait tarder alors. Bah, ça dépend Alors, dans quel sens. à préciser sur la grille, hein, c'est un Buprest, un Ouais. coléoptère, qui va faire des trous dans les plantes. Il faut savoir que la famille des Buprest est très appréciée par certains hyménoptères chasseurs. Alors, par contre, je me souviens plus lesquels et je me souviens plus où ils logent, mais les hyménoptères chasseurs peuvent être très efficaces. Donc la grande hyperfamille qu'on appelle Sphécimorphes, Sphécidés, enfin la taxonomie est pas très claire. Et ces hyménoptères, il faut absolument leur fournir un habitat. S'ils n'ont pas l'habitat, ils sont pas là. Donc pour les pucerons, par exemple, il faut absolument avoir des sureaux noirs dans les haies. J'ai vu qu'il n'y en avait pas chez Cronier. Il ferait peut-être bien de rajouter quelques sureaux noirs, taillés régulièrement pour mettre à jour la moelle, pour que les panfredons, donc là les hyménoptères chasseurs de pucerons, puissent faire leur loge, leur abri, ou sinon installer des fagots de sureaux dans les parcelles. Et les fagots de sureaux, laissés l'hiver, sont aussi un abri aux pontes de coccinelles, aux pontes d'araignées et aux araignées. Donc ça, c'est un truc que moi je veux tester, mais il faut que je redépose un projet, hein. Mais c'est un truc que je veux tester, hein, c'est l'impact de ces fagots à la fois sur la chasse de l'adulte et refuge d'araignées pour l'hiver. Ça, c'est la première chose. Donc, pour les agris, il y a peut-être aussi ce truc à faire. Peut-être qu'il faut regarder au niveau des habitats, au niveau du paysage. Est-ce que près de chez Guillaume, il y a l'habitat nécessaire pour avoir ces chasseurs ou pas? Et ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est bien régulé. Et si c'est ça, c'est qu'une hypothèse, hein. Si c'est ça, ça veut dire qu'il faudrait voir s'il est possible d'offrir ces habitats aux endroits où il n'y en a pas. Sur certaines espèces de Buprest, hein, il y a les hyménoptères attendent devant la sortie de la galerie les adultes qui émergent, qui sont les adultes qui étaient en larve à l'intérieur des galeries et qui émergent, et ils attendent à la sortie, et dès qu'ils sortent, paf, ils les chopent, hein. Donc, il y a des collectionneurs de Buprest qui ne chassent pas le Buprest, mais qui chassent l'hyménoptère chasseur du Buprest et qui vont piller les nids des Buprest pour trouver les espèces, parce que sinon on ne les trouve pas, tellement les chasses sont efficaces, hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour la grille, mais en tout cas, c'est peut-être une piste à regarder. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.